Dans ce Parti Mot, on s'intéresse aux architectes. Comment vont-ils bâtir la ville de demain? On en parle avec notre invité, Marie-Aude Bailly-Lebars. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale du CNOA, c'est le Conseil national de l'Ordre des architectes. Est-ce que vous pouvez nous présenter justement ce CNOA? Alors, l'Ordre des architectes, il protège le titre d'architecte en France. Il a été créé par la loi sur l'architecture en 1977 et cette loi a déclaré que l'architecture était d'intérêt public, ce qui était une nouveauté, une exception. Avant cette loi, n'importe qui pouvait être architecte. Oui. Après cette loi, la profession est devenue réglementée. Donc, l'Ordre des architectes est né pour protéger le public, pour garantir la qualité des constructions et pour structurer la profession. Son rôle, c'est d'encadrer la déontologie, puisque c'est une profession réglementée, de contrôler l'exercice du métier et de représenter les 30 000 architectes qui sont inscrits au tableau de l'Ordre des architectes. 30 000 architectes, 30 000 architectes à 1000 près, mais le chiffre est assez stable. Et la représentation, effectivement, vers les décideurs publics, économiques, les partenaires. Voilà, il y a 324 élus à l'Ordre des architectes. Ils sont tous architectes, évidemment. Oui. Ils sont répartis dans 17 conseils en région et 24 d'entre eux sont au Conseil national de l'Ordre des architectes que je dirige. Donc vous êtes vous-même architecte? Pas du tout. Moi, je suis directrice générale, donc je suis dans l'administration de l'Ordre des architectes. Et donc nous, on est là pour faire tourner cette grosse machine. Oui. On est 32 au Conseil national de l'Ordre des architectes. D'accord. À Paris, voilà. Sans l'ordre, le métier perdrait sa reconnaissance, sa responsabilité, sa valeur culturelle. Donc c'est un rôle important que l'on a. Et juste un dernier point qui me tient à cœur, l'Ordre des architectes représente l'intérêt général de l'architecture et non pas la corporation des architectes. Ça, c'est dévolu à d'autres organisations syndicales en l'occurrence. D'accord, donc vous n'êtes pas un syndicat, on est d'accord. Quelle est justement votre feuille de route pour 2026 et au-delà? Alors la mienne, en tant que directrice générale, consiste à organiser les ressources, qu'elles soient humaines, financières, pour réaliser le programme des élus, donc ces fameux architectes au Conseil national. Mais j'ai pas vocation normalement à m'exprimer sur la politique générale, je laisse cela aux élus. Néanmoins, il y a une feuille de route, elle existe, c'est celle de nos élus. Chaque mandat, chaque équipe porte ses propres projets. Donc aujourd'hui, notre président, c'est Christophe Millet, et l'essentiel de l'activité du Conseil national et de l'ordre tout entier, c'est de redonner de la visibilité à l'architecture d'intérêt public et par ricochet aux architectes. Il y a une conviction très forte, c'est que les transitions écologiques qui sont indispensables à notre monde ne se feront pas sans architecture. Donc il est essentiel de remettre l'architecture au cœur de toutes les décisions qui iront dans le sens de la transition écologique. Cette visibilité, elle a deux objectifs: d'aider à l'écriture de tous les textes qui demain iront dans le sens de cette transition, et de faire systématiquement penser aux décideurs, à ceux qui prennent des décisions, que l'architecture a une place centrale dans leur projet. D'accord, parce que il y a eu un moment, voilà, est-ce qu'on peut se passer d'architecte finalement? C'est compliqué. J'allais vous répondre que non, mais il faut reconsidérer l'architecture au centre des actions et des décisions. Alors on en parle beaucoup de ces architectes, ils ont bien sûr une place dans la ville de demain. Comment on va construire justement cette ville? Alors j'allais dire les 50 prochaines années, c'est long, bien évidemment, mais déjà il y a des enjeux, à horizon 2030, à horizon 2050, les accords de Paris, etc. Comment les architectes vont travailler ensemble? On parle par exemple, Marie-Aude, beaucoup de réhabilitation qui serait le chantier du siècle, voilà, pour 2021. Alors, on l'a déjà dit, l'architecture et les architectes sont au cœur de ces sujets, de ces chantiers de la transition écologique. Nombreux penseurs, moultes écrits vous disent aujourd'hui, on le sait, que la ville de demain, elle est déjà là. Donc il va falloir faire avec et l'adapter. C'est un travail d'architecture à un moment donné. Il faudra l'adapter aux ressources qui sont en présence, il faudra l'adapter aux nouveaux usages, aux réalités économiques, il faudra l'adapter aux particularités régionales. Donc tout ça, ce sera un travail des architectes, de l'architecture, avec évidemment tous les maîtres d'ouvrage qui seront concernés. Je dis néanmoins que je suis pas forcément la plus légitime pour m'exprimer sur ces sujets, parce qu'encore une fois, je suis dans l'administration de ce conseil, et les élus, eux, les architectes sont les professionnels qui, au jour le jour, travaillent à cette ville d'aujourd'hui et de demain, et qui en parleraient certainement beaucoup mieux que moi. La seule chose que je dis et que je répète, c'est que l'architecture et
les architectes apportent des solutions et qu'il ne faut pas les méconnaître. Ils ont beaucoup à dire, beaucoup à faire pour construire cette ville de demain qui passe évidemment par la réhabilitation, la rénovation, le réusage. Tous les mots qui sont employés aujourd'hui Bien sûr. Sont justes. Alors 2026, c'est aussi une année d'élection municipale. Est-ce que c'est un temps plus compliqué pour les architectes? Par exemple, on a cet adage qui voudrait que voilà, quand on a un maire bâtisseur, ça ne soit pas très bien, maire bâtisseur, maire battu. Quelle est vous, votre opinion justement? Alors, la période n'est pas facile pour les architectes, pour tous les métiers de la construction, de l'immobilier. C'est une période difficile et il faut faire avec. Je ne sais pas quelle est la place des élections dans cette difficulté. Il se trouve que par mon passé professionnel, j'ai accompagné pendant 20 ans des maires dans des communes de banlieue parisiennes qui étaient plutôt très denses et ça n'a pas empêché les maires que j'accompagnais de créer de nombreux projets immobiliers, que ce soit des équipements publics, que ce soit des logements sociaux, des logements en accession. Les chiffres peuvent même être impressionnants. Et d'être réélu. Et d'être réélu, et très bien réélu systématiquement. Les choses changent quand même. Il y a un paradoxe auquel j'ai assisté, c'est que, et votre invité tout à l'heure disait la même chose, la liste des demandeurs de logement enfle exponentiellement d'année en année. Mais à côté de ça, donc on veut que les gens soient bien logés et on fait tout pour. Et à côté de ça, on a quand même un mouvement un peu contradictoire, que ce soit pas en bas de chez moi, parce que les travaux c'est impossible, la circulation c'est impossible, et je veux un peu plus d'arbres. Donc il y a tous ces paradoxes qu'il faut gérer. Vous rajoutez à ça la baisse des moyens communaux importants, vous rajoutez le prix exorbitant du foncier, vous rajoutez les équipements publics qui sont à entretenir avec des moyens contraints aussi, vous rajoutez la baisse du pouvoir d'achat pour l'accession. Je pense que le maire bâtisseur n'est plus aujourd'hui forcément vraiment le sujet qui intéresse. Et c'est pas sûr que les élections se jouent sur cette thématique. On verra ça dans quelques semaines, effectivement. On termine avec les temps forts, Marie-Aude Bailly-Lebars, du CNOA. Vous allez vous déplacer vers Barcelone, du côté du Congrès des architectes internationaux. Alors, vous commencez par l'international, il y a aussi des projets en France, mais effectivement, le CNOA réinvestit la scène internationale. On a débuté l'année 2026 avec l'élection d'Elisabeth Gossard, qui est une ancienne conseillère, qui devient vice-présidente du Conseil des architectes européens, ce qui est une position importante, puisque tout se joue à Bruxelles et les lois qui nous régissent se prennent là-bas. Donc ça, c'est une nouveauté. Dans cette lignée, on réfléchit et on va faire probablement l'ouverture d'un bureau de lobbying à Bruxelles aussi. Donc là, c'est pour le volet européen. Vous avez parlé de Barcelone et du congrès de l'Union internationale des architectes, donc qui se tiendra à la fin du premier semestre. On a un enjeu. La France est membre de ce conseil depuis sa création en 1948. L'enjeu est de conserver cette place et d'avoir un rôle encore à jouer dans les instances internationales, dans le volet évidemment architectural. On a un deuxième point, mais qui sera concomitant avec ce congrès à Barcelone. La France est en pointe sur tout ce qui est architecture versus risque majeur, oui. Par les départements, les régions d'outre-mer qui nous offrent quand même des conditions très spécifiques. On a une architecture tropicale, climatique très développée. Donc on a une expertise sur ces situations extrêmes. Tout à fait, sur ces situations extrêmes. On l'a éprouvé, les architectes et l'ordre des architectes également, par des bénévoles qui sont intervenus après des catastrophes, par exemple dans les Alpes-Maritimes après les inondations de la Vésubie ou après le passage du cyclone Chido à Mayotte. On a développé tout un corpus sur l'architecture face au risque majeur et on profitera de ce moment international pour porter cette stratégie, montrer ce qu'on sait faire et donner des pistes qui intéressent tout le monde parce qu'aujourd'hui le monde entier est concerné. Et ben voilà, on en sait un petit peu plus sur ce CNOA, le Conseil national de l'ordre des architectes. Merci Marie-Aude Bailly-Lebars. Je rappelle que vous êtes donc la directrice générale du CNOA. Cette édition de Smartimo touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle édition.